Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la librairie Dialogue pour cette rencontre exceptionnelle avec Ernest Pignon-Ernest. Bonsoir. Ernest Pignon-Ernest, vous êtes artiste plasticien, précurseur de l'art urbain. Depuis plus de 50 ans, vous apposez vos œuvres dans des lieux chargés d'histoire à travers le monde. Depuis le 12 juin dernier et jusqu'au 15 janvier 2023, le Fonds Hélène et Édouard Leclerc pour la culture propose une magnifique exposition rétrospective avec plus de 300 œuvres exposées. Vous êtes autodidacte et vous avez quitté l'école à 15 ans, avant 15 ans même, pour travailler à mi-temps pour un architecte qui avait repéré votre talent inné. C'est ce talent de dessinateur qui vous permet de vivre du dessin depuis vos 15 ans et demi. Mais la révélation est venue en 1954 avec la découverte de Picasso dans Paris Match. Vous avez alors 12 ans. Racontez-nous cette révélation. Ah. Non, c'est simplement que j'étais dans un milieu pas cultivé quoi. Je veux dire qu'il n'y avait pas de livre chez moi. Voilà. J'ai posé la question à mon frère qui est mort il y a quelques mois. Je lui ai dit, mais tu te souviens d'un bouquin à la maison? Il me dit, mais non, on n'a jamais eu de livre. Mais ça ne veut pas dire sans culture. Vous voyez, on était tous dans des organisations sportives. On a fait beaucoup de sport et tout. Donc, c'est le truc de lien avec les autres et tout. Mais je n'avais pas de repère culturel dans le milieu. Et je dessinais. C'était le seul truc qui me valorisait un peu à l'école. Mais donc, vous avez vu, je suis pas resté longtemps. Et quand on n'a pas ces repères, je dessinais, mais je dessinais carte postale, quoi. Vous voyez, je suis originaire d'un village de l'arrière-pays de Nice. J'ai dessiné le pont, les fontaines, enfin tout, ou des barques, enfin voilà. Et j'avais pas ces repères. Et c'est vrai que c'est dans ce numéro de Paris Match de août. Combien vous avez dit? 54. 54. Moi, j'ai 12 ans, donc je découvre Picasso. Vous savez, c'est quand il peint cette jeune femme là, avec une queue de cheval extraordinaire. Sylvette David. Voilà, la Sylvette là, il fait 40-50 portraits avec une liberté extraordinaire. Et c'est un peu là que je découvre que la peinture peut permettre cette liberté, que c'est pas nécessaire de chercher à tout prix, faire un truc réaliste. Enfin, vous voyez, ça me déclenche, ça me révèle quelque chose quoi, que je n'avais pas vu. Voilà. Donc c'est la révélation, effectivement. Et donc à l'origine, vous vouliez être peintre, et puis Picasso, vous dites que vous êtes devenu peintre, ou en tout cas plasticien, grâce ou à cause de Picasso, justement. Parce que vous vous êtes rendu compte que... Oui. Une passion pour Picasso a déclenché probablement ce désir d'être peintre. Et puis, en même temps, au fur et à mesure des années, le sentiment que... Mais j'ai tort, hein, mais pour moi, personnellement, je ne voyais pas comment on pouvait peindre après lui. Après Picasso. Après lui. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, je trouve que 80% de la production picturale ne tient pas le coup à côté de Picasso, quoi. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Mais je veux dire, ce qui s'est passé, c'est que... moi, j'avais l'intention de peindre quand même. Vous voyez, vous avez fait des tentatives. Il y a même vous faire sauter vos non, questions. Allez-y. Donc, à un moment, j'ai un problème avec les dates maintenant. Je suis tellement vieux que je mélange tout. Donc, en 63 ou 64, oui, en 61-62, je suis envoyé en Algérie. Donc, c'est la génération. Donc, vous voyez, j'ai 80 ans. Donc je suis envoyé en Algérie. Au retour, je retourne travailler chez des architectes pour gagner ma vie. Et puis, je gagne assez d'argent à un moment en faisant les plans de la villa d'un dentiste. Et je décide qu'il faut que j'arrête de faire un truc alimentaire, que je dois me consacrer à la peinture, quoi. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, ça va ? Ça va, vous entendez ? Pardon. Ouais. Donc, j'achète une camionnette de chevaux, des rouleaux de toile, de la peinture, et je pars. J'avais une vision un peu mythique du Vaucluse, un peu que c'était ma Toscane. Vous voyez, je veux dire que ma référence, c'était René Char, Pétrarque, le Mont Ventoux, enfin voilà. Donc j'avais une vision un peu idéalisée de ces paysages de Provence, de ce que ça a signifié, beaucoup à cause de René Char. Et donc je pars vers le Vaucluse au hasard.
à partir des tours de Vénasque, je vois un village au loin qui s'appelle Métamis, mais au pif comme ça, quoi. Vous voyez, avec ma caméra. Et je m'installe là. Voilà, je loue un ancien café abandonné. Et je raconte ça, c'est pas pour l'anecdote, c'est ce qui déclenche mon travail. Donc je viens là pour faire de la peinture. Et puis j'apprends qu'à 20-30 km s'installe la force de frappe atomique. Vous vous rappelez, pour les gens qui sont plus âgés, cette force de frappe qui n'a jamais servi à rien. Elle aurait été en carton, ça aurait été pareil, quoi. Mais tant mieux, elle n'a pas servi. Donc on installe sur le plateau d'Albion, c'est là que se mobilise beaucoup René Char, justement. Il écrit ce texte magnifique, La Provence, point oméga. Et là, il y a 1000 fois Hiroshima quasiment enquisté sous les amandiers, quoi. Vous voyez, je veux dire. Donc, voilà. Là, pour un type qui a décidé de faire la peinture à cause de Guernica, je me dis, voilà un thème, un thème à la hauteur. Surtout que, rétrospectivement, je me rends compte que pour les gens de ma génération, le nucléaire, on est au moment d'Hiroshima et de Nagasaki. Voilà, ma génération est marquée par ça. Non seulement il y a le plateau d'Albion, mais c'est un tournant dans l'histoire de l'humanité. C'est l'homme qui peut détruire l'humanité, quoi. Donc, j'essaie de me coltiner à cette idée, de réfléchir sur ce que ça signifie, cette puissance de mort là-dessous, dans ces magnifiques paysages de Provence et tout ça. Et vraiment, au bout de quelques mois, je me rends compte que ça m'est impossible, qu'on ne peut pas, que moi en tout cas, d'abord que je ne suis pas Picasso, mais ça je le savais déjà, que je ne peux pas représenter, figurer ce que signifie ça, cette espèce de violente contradiction qu'il y a entre cette puissance de mort, la beauté de ces paysages, leur force symbolique et tout ça, et peu à peu me convainc que ce sont les lieux eux-mêmes qui sont à stigmatiser, que c'est directement sur les lieux qu'il faut pas chercher à les représenter, mais qu'il faut travailler directement dessus. Voilà. Et donc là, bon, vous le verrez peut-être, on en parlera. Je lis toujours beaucoup de choses, je cherche toujours beaucoup de documents. Je trouve cette photo que vous connaissez tous probablement. C'est la photo jusqu'à présent. De Matsumoto Eiichi. Ouais, j'oublie. Ouais. À Nagasaki. J'oublie toujours son nom. Non, c'est une photo prise. Encore, on dit que c'est Hiroshima, puis j'ai vu dans un autre bouquin que les gens disent que c'est à Nagasaki, mais peu importe. C'est l'éclair nucléaire a décomposé un type, l'a anéanti, mais il ne reste plus de lui que son ombre portée. L'éclair a brûlé le mur et lui a protégé le mur sur une zone. C'est une espèce de pyrogravure monstrueuse, comme ça, et il y a sa silhouette, comme ça, ce fantôme. Et donc, à partir de cette image-là, je fais un grand pochoir et je vais imprimer ces images comme une espèce d'alerte, comme de fantôme, un fantôme d'Hiroshima sur les routes qui mènent au plateau d'Albion. Voilà. Et c'est la première fois que l'évolution technique, c'est-à-dire qu'on passe de la peinture, on va vers le pochoir, donc il y a une évolution technique. Oui, donc je renonce à l'idée de faire un tableau avec ça, et j'interviens sur les lieux directement. Et c'est la première fois que je fais une image d'un homme dans un lieu, après, sans savoir à ce moment-là que ça sera un peu une espèce de permanence dans mon travail ensuite. Un des fondements de votre œuvre. On a le pochoir à ce moment-là, puis en 1971, une galerie belge vous propose de participer à une exposition sur le thème de la semaine sanglante, la commune, et on va passer à une nouvelle évolution technique. La sérigraphie. Voilà. Entre-temps, cette idée d'intervenir sur le lieu me plaît beaucoup, quoi, physiquement, comme ça, de travailler. J'avais fait d'autres collages. J'ai beaucoup travaillé dans le milieu du théâtre. Hein, j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait en scénographie. Des scénographies dès les années 60 sur Beckett. J'ai monté fin de partie de Beckett. Et puis j'ai été très intéressé. Je suis passé par hasard dans le théâtre d'André Benedetto quand j'étais dans le Vaucluse, et je pensais que j'avais beaucoup de connivence, de complicité. Ce qu'il faisait au théâtre, c'est ce que je souhaitais faire dans les arts plastiques. Donc j'ai beaucoup travaillé avec Benedetto. Donc en 68, j'étais à Avignon et j'ai collé des dessins originaux dans les rues liés aux tensions qu'il y avait avec le Living Theatre. Vous savez, voilà, avec Julian Beck et tout. J'avais travaillé en faisant des portraits de Julian Beck, en le faisant ressembler à Antonin Artaud,
en faisant de référence au théâtre de la cruauté d'Artaud, et en faisant que mes interventions plastiques soient un peu comme on employait le mot happening. Hein, voilà. Par exemple, tous ces portraits que j'avais faits, grand portrait de Julian Beck Artaud, quand je les collais, dans la nuit, je mettais des coups de lame de rasoir de façon à ce que les gens les détruisent dans la journée, comme ça. Voilà, une espèce de lapidation symbolique. Voilà. Donc c'était un peu entre les arts plastiques et des actions. Quoi. Voilà. Et puis, alors comme vous avez raison, mon travail se structure un peu quand c'est, encore une fois, c'est une galerie, je ne me rappelle plus par quel truc tordu, une galerie de Bruxelles m'invite à participer à une exposition sur la semaine sanglante de la Commune de Paris pour le 100e anniversaire. Je me mets à étudier la Commune et presque comme une évidence, je dis c'est vraiment absurde de célébrer ou d'honorer la semaine sanglante de la Commune dans une galerie à Bruxelles. Et je me dis que ce sont les lieux qui sont porteurs de cette mémoire très forte. Et donc, je me mets à travailler sur le plan de Paris. Et c'est là que j'ai l'idée, qui devient une permanence après dans mon travail, de faire un très grand écran de sérigraphie. Parce que, comme je vais parler d'Avignon, parce que là, j'ai collé des dessins originaux, mais ça limite beaucoup. Quoi. Bon. Donc là, j'ai l'idée de faire ce grand cadre pour ceux qui connaissent, c'est un peu compliqué la sérigraphie. Non, c'est artisanal, mais là, je fais un cadre qui fait 2,80 m par 1,30 m et j'imprime plusieurs centaines, je ne sais plus combien maintenant, mais plus de 500 images de gisants, grandeur nature, en faisant une image un peu intemporelle, l'image du gisant, qui est une référence avec les morts de la Commune, mais c'est les morts de toujours. Quoi. Sacré. Voilà. Et donc, je travaille sur le plan de Paris et je repère les lieux des dernières barricades de la Commune et je viens inscrire ces images en faisant des anachronismes très volontaires. Ces morts de la Commune, je les colle sur les escaliers du métro Charonne et sur les quais de Seine où on a jeté des Algériens en octobre 61. Voilà, en faisant des liens avec mon histoire et mon lien avec la guerre d'Algérie. Voilà. Ce qui est intéressant dans cette exposition à Landerneau, c'est qu'on assiste effectivement à l'évolution de votre technique. Et c'est assez fascinant d'ailleurs de voir comment ça évolue. D'ailleurs là, pour cette exposition en 71, donc on l'a vu, vous l'utilisez pour la première fois, les sérigraphies grand format. Et on voit que votre technique naît à ce moment-là. Et puis... c'est là qu'aussi naît peut-être la volonté d'inscrire les corps, l'empreinte des corps sur les murs. Un peu, toujours le côté sacré, comme vous dites ça, comme le suaire de Turin, où les corps doivent s'insérer dans le mur et on garde juste l'empreinte du corps. Comment techniquement vous travaillez ? Je crois que maintenant vous travaillez avec une technique qui est éprouvée. Vous faites d'abord, je crois, des études au fusain. Je dessine beaucoup. J'ai beaucoup de... C'est un problème. Les images dans la rue, enfin, selon comment on les fait, hein, parce que maintenant il y a tout, n'importe quoi dans la rue. Mais non, mais il y a des trucs bien aussi. Hein. Pardon, j'ai l'air ironique, là, je fais attention. Non, mais pour que les images tiennent le coup dans la rue, ça nécessite, à mon avis, pour ce que je fais, beaucoup de travail préalable. Je veux dire que les dessins dans la rue, ils ont cette singularité déjà, c'est qu'ils ne sont pas rencontrés toujours frontalement, qu'on les chope souvent par la gauche, par la droite, qu'il y a un tas de trucs de cet ordre qui interviennent du coup dans la conception du dessin. On ne fait pas des anamorphoses, mais il y a des espèces de distorsions dans le corps. Surtout, je saute des étapes, hein, pardon, non, on reviendra selon vos questions. Mais j'ai eu ce problème très très fort à Naples, parce que les rues étaient très étroites. Et donc, on chopait vraiment les trucs en biais. Et pour que les images s'inscrivent juste, il y a un travail à faire sur l'espace dans lequel on inscrit le corps dans le dessin, qui est très spécifique, aux contraintes qu'appelle l'intervention dans la rue. L'installation. Ouais. Et, non, mais je reviendrai sur le dessin. Oui, donc, je dessine beaucoup. Et puis, j'essaie... Non, on reviendra sur ça. Donc, j'essaie de faire des dessins très simples, qui deviennent comme des signes, voilà, de les élaguer, qui deviennent comme
de les polir, quoi, qui deviennent d'éliminer tout ce qui peut être anecdotique dedans. À la gomme dentée. De les, ouais, de les. Et, je ne sais pas comment dire. Là, quelquefois, je trouve le mot là, pas maintenant. En fait, d'après ce que j'ai vu, et c'est intéressant parce qu'on voit vos outils, on voit la technique qui évolue, donc le fusain, puis après la pierre noire, c'est ça? Oui, je dessine d'abord au fusain pour mettre les trucs en place. Après, pour avoir un dessin plus tenu, plus tendu, je travaille avec la pierre noire. Et puis, quelquefois, on le voit dans l'exposition, je me suis fait une gomme. Je me suis fabriqué des outils. Parce que cette gomme, je fais une gomme avec des stries, comme un peigne. Vous voyez, voilà. Mais ça tient au fait que... ce que je colle, mais ça part dans tous les sens, hein, je suis désolé. Ce que je colle dans la rue, c'est du papier qui est très mauvais. C'est des chutes de rotative. De papier journal. C'est du papier de quotidien. Hein, c'est du papier de quotidien. Quand j'étais dans le Midi, c'était la Marseillaise. Et depuis que je suis à Paris, je suis à Ivry. Et donc, c'est le Monde. Depuis 30 ans, le Monde. C'est un peu plus chic, c'est le Monde. Et j'ai même des trucs sur le Monde diplomatique. Voilà. Mais c'est embêtant parce que le papier est plus épais. Et donc ce choix, je vous comme ça. Quand j'ai fait l'intervention sur la Commune, je suis allé à Marseille, à la Marseillaise, un quotidien communiste. Ils m'ont donné le papier. En fait, j'ai choisi ce papier parce que c'était le moins cher au départ, probablement. Mais en fait, c'est exactement ce qu'il fallait. Il se trouve que quand j'ai dû faire des images sur du papier plus conséquent, c'est beaucoup moins intéressant parce que ce papier de quotidien, quand il est détrempé avec la colle, je le fais rentrer dans les moindres infractuosités. Vous voyez, mettons sur le poteau qui est là, on verrait le grain de la pierre. Vous voyez, on chope la texture. Voilà. Et c'est très intéressant pour fondre dans le mur. Mais ce papier a cet avantage-là, qui se fond. Mais en même temps, quand j'ai collé des dessins originaux, comme c'était le cas beaucoup à Naples, on peut pas revenir beaucoup dessus. On peut pas dessiner plusieurs fois on peut pas gommer, revenir. Et donc cet outil, vous verrez si vous allez à l'exposition, il y a des stries comme ça. Je sculpte un peu les personnages en appuyant avec la gomme et comme ça ressemble à des gravures, quoi. Voilà. Puis vous dites que l'œuvre, c'est pas le dessin en soi. Ah non, mais ça alors. C'est ce que l'œuvre provoque. Oui, si on peut parler d'œuvre pour un travail comme le mien, ça a été ça le malentendu pendant longtemps. En plus, on vient de passer quelques décennies où les responsables des arts plastiques avaient une espèce de rejet du dessin. Voilà, il y a une façon un peu tyrannique, les officiels, comme ça. Ils arrivaient. Probablement, ils sont arrivés dans les postes de responsabilité dans les années 80. Il y avait, de façon hégémonique, un peu la figuration narrative, tout ça. Par réaction, ils ont méprisé tout ce qui était figuratif, tout ce qui était figuré, tout ce qui était dessin. J'étais un peu victime de ces rejets, comme ça. Et donc, une attitude... un vie très sectaire comme ça, et puis manque de culture probablement, leur incapacité à vraiment regarder des dessins. Je veux dire que plusieurs ont écrit que je faisais des dessins académiques. Je veux dire que tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur le problème de construction des dessins en anticipant les rencontres à gauche, à droite, montre que mon dessin n'était pas bâti sur l'espace de la peinture académique, ni de la photographie. Mais c'est pas... comme ils ne s'intéressaient pas au dessin, ils étaient incapables de les regarder, quoi. Beaucoup de responsables étaient tout à fait incompétents. Ils ont eu beaucoup d'arrogance et beaucoup d'incompétence là-dessus. Donc, pendant des décennies, on a vécu ça, quoi, depuis 83, 84. Ça arrive avec Jacques Lang, ça. Voilà. Mais c'est pas de sa faute, c'est comme ça. Cette volonté d'être à la mode tout le temps. Et voilà. Et, non, pardon. Alors que donc l'œuvre n'est pas le dessin, mais voilà. Ce que provoque le dessin. Vous dites même que vous faites des œuvres. On a dit vous faites des œuvres en situation. Vous dites que vous faites des œuvres des situations. Et c'est ça qui est important dans l'œuvre. C'est ça. Le malentendu, c'est que
comme on a vu que je travaillais beaucoup le dessin quand même, parce que quelquefois on a pensé que l'œuvre c'était le dessin. C'est absurde, quoi. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mon dessin, il est là comme une espèce de médium. Je veux dire, quand je dis tout à l'heure, je colle le gisant sur l'escalier du métro Charonne, si vous voulez. Ce que l'œuvre, si on peut parler d'une œuvre, c'est ce que ça provoque, cette image. D'un coup, l'image du gisant sur l'escalier vient. Les gens passent tous les jours là, ont oublié qu'on a tué 9 personnes à cet endroit-là, et ça a une symbolique très forte. Mon image vient réactiver le souvenir dramatique du lieu. Réciproquement, mon image est d'autant plus dramatique qu'elle est là, quand on connaît l'histoire. Vous voyez, et si on peut parler d'œuvre, c'est ce que provoque mon image dans le lieu. Alors, mes images, elles ont des résonances. Donc, je travaille des lieux, je glisse une image dedans. Et si oui, l'œuvre, les œuvres, ce sont les résonances que viennent provoquer mes images. Alors, ça peut être des résonances politiques, sociales, symbolique, poétique, sacré. J'ai beaucoup travaillé sur le sacré. Donc c'est ça. Ce que je propose, c'est une chose très hétérogène. Au fond, on pourrait dire que c'est absurde d'en faire une exposition. Vous voyez ? Parce que les œuvres, elles n'existent que dans le lieu et dans le moment où je les fais. Donc, alors je vais expliquer pourquoi je fais quand même une exposition. Allez-y. Mais j'essaie de prendre. J'ai un exemple. C'est mieux dans l'exposition quand je peux prendre un exemple. Mais mettons à Naples, je prends ça parce que la photo est sûrement dans le catalogue. J'ai travaillé beaucoup à Naples sur les représentations de la mort qu'a sécrété cette ville depuis 3000 ans. Quoi. Je veux dire que Virgile met l'enfer sous la ville, il y a la Sibylle de Cumes, enfin voilà, donc il y a tout ça. Il y a à présent là-bas presque 3000 ans, en tout cas 2000 vraiment physiques dans la rue. Voilà. Donc je travaillais pour ça sur cette... Et cette ville a sécrété ces images de la mort dans les mythologies grecques, romaines, chrétiennes. Et donc je travaille là-dessus. Je prends un exemple. J'ai collé une image, peut-être si vous avez vu l'exposition, c'est un homme qui porte un autre sur son dos, comme ça. Quand je peux, j'aime bien faire des citations, prendre les images dans l'histoire de la peinture, parce que ça ajoute de la profondeur, du symbolique, ça charge le lieu. Hein. Voilà. Là, je n'ai pas trouvé une image qui fonctionne, donc je me la fabrique. Je me la suis fabriquée, mais en travaillant pendant des mois sur l'œuvre de Caravage, de Mattia Preti, de Luca Giordano et tout ça. Donc je fais ces personnages, la façon dont je dessine le corps, la façon dont je fais circuler la lumière dessus, la façon dont je dessine le textile, le tissu sur le corps, c'est complètement humblement caravagesque, quoi. Vous voyez, ça vient complètement de la peinture napolitaine. Donc, je fais ce dessin-là. Je l'imprime, ça c'est des sérigraphies. Je le fais imprimer sur ce papier très, très modeste, très, très pauvre. On sait, quand on voit mes images, ça fait partie de la proposition. Quand on voit mes images, je ne dis pas qu'on réfléchit, qu'on fait tout ce parcours, mais implicitement, on comprend qu'elles mourront, qu'elles ne vont pas rester, et que leur mort est annoncée. Et cette mort annoncée fait partie de la proposition. Elle compte autant que ce qui est figuré sur l'image. Voilà. Donc, je mets cette image que j'ai beaucoup travaillé. Hein. J'ai dû faire 10, 15 dessins avant d'arriver au bout. Je fais ce dessin, il y a un corps fragile, et il y a la main du mec qui vient taper sur le sol. Donc c'est une main fragile, imprimée sur ce papier très fragile, et je n'ai collé ces images, elles dessinent un parcours dans la ville, j'ai dû en coller quelques dizaines, que dans des zones dont le sol est fait avec la lave du Vésuve. Vous voyez, des gros pavés de 80 par 60 qui ont une puissance plastique extraordinaire. La rue est noire, c'est des grosses pierres. Et donc, il y a un artiste minimal italien, Anselmo, qui faisait des œuvres comme ça. Il mettait un bloc de marbre et une salade dessus.
voyez, cette espèce de contradiction entre une chose complètement intemporelle et la fragilité de la salade. Et dans mon travail, c'est quelque chose du même ordre. Je fais arriver ce papier, cette main fragile sur un papier fragile, sur ce sol qui est là depuis des siècles, qui est très puissant plastiquement, qui est la lave du Vésuve, cette raison, cette présence de la mort dans cette ville, parce que le Vésuve, c'est la menace permanente, c'est Pompéi, c'est cette mort. Vous voyez, je conjugue tout ça. Chaque image est collée dans un lieu particulier. Celle à laquelle je pense qui doit être dans le catalogue, elle est à côté d'une église de la Zecca, qui est un ex-voto de la Grande Peste. Vous voyez, donc je colle l'image. Elle se nourrit de tout ça, et je n'ai collé ces images que dans la nuit du jeudi saint et du vendredi saint, dans le contexte très puissant qu'il y a à Naples par rapport à Pâques, à la mort, la passion, la résurrection. Vous voyez, je veux dire. Donc, mon œuvre, si on peut parler d'œuvre, c'est la conjugaison de tout ça. Vous voyez, de trucs complètement hétérogènes. C'est du temps, de la mémoire, l'émotion qu'il y a dans la ville, qui est très forte. Un énorme travail de documentation. Comment ? Un énorme travail de documentation aussi. Ouais, ça j'ai lu. Il y a deux femmes qui ont fait une thèse sur mon travail de Naples. Elles ont trouvé 92 livres. C'est-à-dire que je crois que j'ai tout lu de Virgile Aeri de Luca. Mais en même temps, c'est pas une corvée, hein, c'est du plaisir. En même temps, c'est une grande chance, c'est un plaisir. Voilà. Mais vous voyez, l'œuvre, c'est une conjugaison de tout ça. C'est le moment. J'ai eu l'idée. Je me suis convaincu qu'il fallait les coller parlant de la mort, les coller dans ce contexte de Pâques, parce qu'à Naples, c'est très puissant. Vous voyez, avec plein de contradictions, parce qu'ils en jouent, parce qu'ils vénèrent aussi la Madone de l'Arco, qui est en contradiction complètement avec ce que porte la Passion. Vous voyez, voilà. Bon. Je me suis expliqué. Non, c'est très bien. L'œuvre, et du coup, on pourrait se dire, on ne peut pas... c'est pas comme un tableau. Un tableau, on peut le mettre dans une exposition. Moi, cette œuvre-là, elle n'existe que ce jour-là, au plus fort. Au plus fort, elle n'existe qu'à ce moment-là. Voilà. Et donc, l'exposition vise, que nous avons beaucoup travaillé avec Jean Deloisy, vise à non pas essayer de faire comme si c'était les œuvres, mais à comprendre comment elles naissent, à faire participer à ces doutes, à ces émotions, à tout ce qui les a nourris. Le processus est fondamental dans l'exposition. Voilà. On expose une démarche, un processus. Ce qui est fascinant. On va voir que votre œuvre est construite... il y a plein d'entrées dans votre œuvre, c'est tellement vaste depuis plus de 50 ans. J'ai repéré 3, on va en prendre 3. Un aspect politique, un aspect poétique et un aspect mystique. L'aspect politique, il est flagrant. Votre engagement du côté du communisme est su et connu. Ouais. Mais je vais revenir là-dessus. Oui. Non, je ne veux pas me laisser estampiller artiste engagé. Non, je sais. Je parle de notre temps, des problèmes du monde. Moi, je me sens proche des peintres du Quattrocento qui exprimaient les préoccupations, les angoisses, les aspirations du peuple dans lequel ils vivaient. Exactement. Et je suis dans cette situation. Dans cette situation-là. Et vous le faites dès le début. Je pense en 1974, vous sauvez l'honneur de votre ville, qui est Nice. Oui, ça simple. Oui. C'est quand même une action politique symbolique. C'est une action directe. Oui. Dès le début. Raconte ça. Oui, mais là, la ville a changé. Oui, disons, en 1974, quand je venais de quitter Nice, vous venez de Paris, en plus. Les gens plus âgés se rappellent de Jacques Médecin, vous savez, c'est un voyou qui a été ministre. Mais c'est un homme qui est très populaire à Nice, qui était très populaire. Hein. Moi, mon père travaillait aux abattoirs. Il n'en revenait pas que je sois contre. Il dit, mais c'est un brave homme. Il allait me casser la croûte avec les ouvriers des abattoirs et tout ça. C'était un brave type, quoi. Voilà. Et donc, ce brave type avait eu l'idée terrible de jumeler Nice avec Cape Town en pleine période de l'apartheid. C'est-à-dire, les Nations Unies avaient déclaré l'apartheid crime contre l'humanité 3 semaines avant. Et ils jumelent notre ville. Moi, j'y suis très attaché. Je suis très attaché à Nice. C'est une ville cosmopolite. C'est la ville de Romain Gary, d'Apollinaire, de Blanqui, de Garibaldi. Et donc, je tenais à cette image. Et donc, j'ai fait une intervention. Là, c'est la plus rapide, très brute. Il y a une expo, il y a une grande photo dans l'exposition.
je l'ai collé sur tout le parcours. Ils avaient fait une grande fête, et sur tout le parcours de cette fête et à toutes les entrées de la ville, j'avais imprimé, donc très grand, une famille de noirs derrière des barbelés, simplement. Ça montrait un peu simplement ce que cachait ce jumelage. Voilà. Mais ça a été très... Là, j'avais beaucoup d'amis, des camarades qui ont collé avec moi toute la nuit, et ça a été un truc formidable. Ouais, c'était magnifique. Ça a été magnifique. C'était un choc terrible, c'était toute la nuit, et donc il y avait les représentants d'Afrique du Sud et tout, ils ont dû tous passer devant. Voilà, ça a été un beau moment, et ça a changé beaucoup de choses. Ça a entraîné beaucoup de choses. Je fais une parenthèse dans ma vie, parce que le Comité des Nations Unies contre l'apartheid a appris que le maire portait plainte contre moi. Donc ils m'ont envoyé des télégrammes de soutien, m'ont demandé de travailler avec eux. Et à ce moment-là, je faisais un livre avec Jacques Derrida. Jacques Derrida m'avait demandé des dessins pour un livre. Je ne faisais pas un livre avec Jacques Derrida. Je ne suis pas apte. Donc je faisais des dessins pour un de ses livres. Et on a bâti l'idée du musée Artistes du Monde contre l'apartheid. Et on a fait ça. Donc ça a marché. J'ai présenté ça aux Nations Unies à New York. Et on a réuni une centaine d'œuvres, vraiment tous les plus grands artistes du monde, qu'on a fait tourner dans 48 pays pour dénoncer l'Afrique du Sud. Et nous avions écrit en faisant les statuts, les œuvres appartiendront au premier gouvernement démocratique d'Afrique du Sud. Un homme, une voix, la phrase de Nelson Mandela. Donc, je suis allé porter tous ces tableaux. Voilà, donc j'ai rencontré Nelson Mandela plusieurs fois, Desmond Tutu, tout ça. Voilà, c'était un grand truc pour ma vie. Dans ma vie, c'était une très belle chose. Donc là, on était en 74 avec l'honneur de Nice à sauver. Et puis en 75, alors on va pas tous les faire, mais là, on verra ça. Vous verrez ça dans l'exposition. Les installations se multiplient. La loi pour le droit à l'avortement, il y a Calais, il y a les immigrés à Avignon. Ça, ne serait-ce que dans l'année 75. Donc ça vous fait une activité. Beaucoup, là, vous travaillez énormément. Et vous êtes clandestin, en fait. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que vous êtes clandestin. Vous le disiez tout à l'heure, vous travaillez de nuit et sans autorisation. Et ça, c'est impressionnant. Toutes ces interventions, elles se font de nuit, sans autorisation. Mais on peut pas demander. On ne peut pas demander d'aller faire ça. Je veux dire, et même à Naples, c'est fait sans autorisation, mais implicitement, c'est napolitain. Dans l'esprit. Non, mais si on dit je vais coller des images sur les églises le jour de Pâques, même des gens très ouverts et tout vous disent non, quoi. On peut pas, il faut le faire. Et quand c'est fait, aucun de mes dessins de Naples n'a été déchiré. Vous voyez ? Alors, c'est du papier. Hein. Ouais. Le parti pris de mon travail, c'est que je me permets de faire des trucs un peu agressifs, mais on peut les refuser. Je veux dire, je tiens à ça. C'est pour ça que j'ai arrêté les pochoirs. D'une part, parce que je trouvais la technique un peu binaire, un peu pauvre. Vous voyez, c'est toujours... Maintenant, il y a des types qui font des pochoirs très bien. Hein. Vraiment, il y a C215, Jeff Aérosol, quelques-uns qui ont su élaborer des pochoirs qui ont une vibration, qui ont quelque chose. Moi, cette découpe comme ça, je trouvais ça très pauvre, très, très, très pauvre plastiquement. Et puis, ça a un côté irréversible, quoi. C'est un peu enfant gâté, je salope votre mur et je vous emmerde tous. Vous voyez, ça a un côté un peu... Voilà. Moi, j'aime bien que... Moi, je fais des trucs très provocants, mais j'aime bien qu'on puisse les refuser en même temps, quoi. Ça me plaît assez, quoi. Voilà. Vous entrez en résistance, en fait. Vous révoltez, vous révoltez, et votre colère, qui en découle de cette révolte, c'est ce qui va nourrir votre œuvre. Il y a une forme d'entrée en résistance quelque part qu'on va retrouver à plusieurs moments. Peut-être qui date de l'enfance et du moment où vous avez. J'ai lu ça, l'histoire du poème de l'hommage à Robert Merle quand vous avez 9 ans. Peut-être l'hommage à Robert Merle quand vous aviez 9 ans. Ah oui, qui était Pierre Merle. Oui. Et donc là, est-ce que cette entrée en résistance qui continue à vous habiter ? Mais vous savez, c'est Baudelaire qui a dit la colère du poète, c'est parce qu'il anticipe les injustices, il les voit avant les autres. Hein. Baudelaire dit ça. C'est dans un poème carrément de Baudelaire. On s'inscrit là-dedans. Voilà que ça. Non, moi, la nuit, c'est presque obligatoire. Hein. D'abord. Je vais donner, je sais pas, ça vient comme ça. Hein. Déjà, mais ce papier dont je vous parle, quand il est mouillé, c'est illisible. L'image est illisible. Il faut que ça sèche pour qu'on voit. Voilà. Donc, d'une part, puis si on se met à coller des trucs dans la rue en plein jour, les gens s'arrêtent. Je vais raconter. Il y a des endroits où je l'ai fait. Donc, et puis j'aime bien qu'il y ait une apparition.
À Naples, jusqu'aux dernières années de mes collages, personne n'a su qui le faisait. L'anonymat aussi, c'est important. Voilà. Vous aviez même demandé à la presse. J'ai convaincu le journaliste du Mattino qui m'avait trouvé. J'ai dit, mais si tu dis que c'est un mec qui arrive de Paris, qui colle les trucs, les gens attendaient, se disaient, qu'est-ce qui va apparaître? Et puis, comme vous savez, j'ai collé, si vous allez à l'exposition, j'ai collé au moins, je compte pas, hein, vraiment, mais plus de 300 images, ou mieux, bien plus, dans Naples. Je peux vous dire chacune pourquoi elle est à tel endroit. Vous voyez, je veux dire c'est pas collé comme des affiches, quoi. Je peux vous dire, je l'ai mise là parce que dessous il y a une rue grecque ou une rue romaine, que l'église c'est un ex-voto du tremblement de terre ou de la peste de 1700. Vous voyez, je veux dire, c'est d'ailleurs le résumé que je faisais de mon travail tout à l'heure. On comprend bien que ça ne peut être que comme ça. Mon œuvre, la richesse de mes trucs, de mes interventions, elle repose complètement sur la richesse de ces relations. J'ai entendu, j'aime beaucoup François Cheng, vous voyez, le poète chinois, et j'ai entendu à une conférence, il disait, plus important que les choses, ce sont les relations qui se nouent entre elles. Ben, tout mon travail est bâti là-dessus, sur les relations qui se nouent entre elles. Donc, les relations, on l'a vu, vous venez d'évoquer Baudelaire, entre le politique et puis votre œuvre, elle est aussi poétique. Enfin, en tout cas, elle se nourrit de la poésie. On pense à Desnos, Nerval, Neruda, Mahmoud Darwish, Rimbaud, évidemment, Mayakovsky. On pourrait en citer comme ça. Et tous sont présents à l'exposition de Landerneau. Mais d'où vous vient cet amour inconditionnel pour la poésie? Sachant que chez vous, effectivement, il n'y avait pas de lettré. La poésie n'était pas présente. Donc, d'où vient cet amour pour la poésie? Ouais, mais chez moi, j'étais enfant, quoi. Vous savez, depuis j'ai 80 ans, j'ai vécu beaucoup de choses. Dès le début, dès la sortie de l'enfance, vous avez... Chez moi, il n'y avait pas de livre. Je rêvais d'être footballeur ou coureur cycliste. Je n'étais pas assez bon. Puis, d'ailleurs, j'aurais arrêté depuis longtemps. Comment naît cet amour pour la poésie, alors? À quel moment? Je crois que j'ai des dessins où j'essaie de faire un portrait de Rimbaud à 13 ans ou 14 ans, quoi, vraiment. Mais comment vous le découvrez, puisque chez vous, il n'y a pas Rimbaud? Je sais pas, c'est comme la peinture, je sais pas, c'est comme ça, c'est qu'on... Je sais pas comment, je ne vais pas l'expliquer. Par contre, comment c'est eux qui nourrissent tout mon travail, bien entendu. Je veux dire que je me sais... ouais, presque tous mes travaux, depuis ces dernières années, naissent de la lecture et de poètes, essentiellement. C'est les poètes qui ont la vision la plus ample et la plus aiguë du monde, vraiment. C'est eux qui en parlent le mieux, vraiment. Et c'est surtout, j'ai pu... comment je dis? Ah oui, des fois je le dis en plaisantant. Je dis mais c'est une blague. Je crois qu'on l'a gardé dans le catalogue de l'exposition. Je dis, comme je suis athée, j'ai pas de saint pour incarner des valeurs, et donc je me saisis des images des poètes pour incarner des valeurs. Mais en fait, tout en étant athée, je me sers aussi des images. Je crois que c'est important dans ma culture. Comme peintre, et tout en étant athée, je remercie beaucoup les chrétiens de ce dogme de l'incarnation. C'est un cadeau pour les peintres. C'est un truc qui nourrit toute notre peinture, quoi. Je veux dire que c'est une grande chance d'être né dans cette sphère-là. Moi, je m'en réjouis tout le temps. Moi, mes premiers voyages, c'est 2 fois à Tolède pour le Greco, puis en Toscane pour Simone et Martine et Masaccio, tous les peintres. Voilà, je me sens proche de toute cette peinture religieuse, complètement. Ouais. C'est une chance énorme, voilà, d'être né de ce côté-là. Voilà. Pardon, alors je perds le fil. Oui. Les poètes. Mais c'est pas grave, parce qu'on va revenir au mystique après. Les poètes, je dis que voilà, je me saisissais des images des poètes, parce que souvent, ils conjuguent, c'est pas n'importe lesquels, quoi. Je veux dire... Rimbaud, voilà. Le premier. Rimbaud, mais les gens, les poètes incarnent, c'est-à-dire, ils incarnent... Il y a une poétesse allemande qui s'appelle Trimater, qui dit « Les poètes créent leur pays ». Voilà. Et effectivement, qu'est-ce que vous saurez du Chili sans Neruda? Qu'est-ce qu'on saurait du Chili sans Neruda? Je veux dire, je joue un peu de ça. Je veux dire, les poètes... Mayakovsky, il incarne.
il incarne. Il est le poète de la révolution bolchevique. C'est le grand poète de la révolution. Il fait les fenêtres Rosta, les dessins de son théâtre, sa poésie et tout ça. Son suicide nous annonce l'échec et le goulag. Je veux dire que tu vois, les poètes incarnent leur temps, les contradictions qui les traversent. Je veux dire que Neruda, en plus maintenant on sait qu'il a été assassiné. Je veux dire que Antonin Artaud, tous ces gens incarnent les drames de leur époque. Mahmoud Darwish, il est la Palestine, il est l'exil. Quand j'ai dit j'ai collé des images en plein jour parce qu'en Palestine, j'ai fait un parcours sur Mahmoud Darwish. Un an après sa mort, c'est ça, vous l'aviez rencontré en 2008, oui, et en 2009, mais vous ça, allez... Oui, vous voyez donc comment j'utilise, enfin c'est pas beau de dire comment je me saisis des poètes à la fois de leur œuvre et de leur destin. Voilà, de leur œuvre et de leur... Desnos, voilà, il meurt à Térésine, il dit « je suis le veilleur du pont au change ». Je veux dire, voilà, les poètes, on porte tout ça. Voilà. Le dernier sur lequel je travaillais, et sur lequel j'espère encore travailler, que j'ai dû arrêter parce que c'était un peu dangereux à Haïti, là. Voilà. C'est Jacques-Stéphane Alexis, il faut lire son œuvre. C'est un écrivain extraordinaire qui vient faire ses études en France. Pendant qu'il fait ses études, il devient un noir de Haïti. Il devient neurologue. Pendant qu'il fait ses études, il publie 3 romans chez Gallimard. Et alors qu'il est médecin-chef à Paris, il ne supporte pas qu'il y ait Duvalier dans son île, cette atteinte aux libertés, pas d'école ni rien. Il va rencontrer Ho Chi Minh, Mao, Castro, Guevara. Et ils sont fous. À cette époque, ils étaient cinglés. Il fait un débarquement à... Il va faire, alors qu'il pourrait être tout tranquille à Paris, écrivain de chez Gallimard, il va faire un débarquement à Haïti. Il a attendu, torturé, exécuté. Voilà, c'est des types, ils ont une œuvre, un destin, c'est des merdes. Voilà. Donc c'est ça que vous saisissez. Et à Brest, vous êtes intervenu à Brest à partir du roman de... Là, c'était un roman, le roman de Jean Genet. C'est plus compliqué. Hein. Querelle de Brest. Alors, ça m'a intrigué, ça, l'œuvre sur Brest, l'œuvre à Brest. D'abord, c'est Genet, hein, son œuvre que je trouve importante. Surtout, moi, j'avais beaucoup travaillé par rapport au théâtre, mais aussi la poésie. Un truc comme Le Condamné à mort, c'est un des plus beaux textes français, quoi. C'est top, quoi. C'est vraiment la grande littérature. Non, mais c'est vrai, c'est extraordinaire. De la part de ce type qui est en même temps un voyou, un peu traître, un peu minable sur certains aspects, et puis cette quête qu'il y a chez lui tout le temps de sacré, de rituel, comme ça. Oui, j'ai fait cette image qui essayait de dire un peu ça, ces trucs qui le traversent. Mon dessin, c'est un peu comme une rixe, et en même temps, c'est un peu comme une descente de croix. Il y a un peu ça. Et là, je suis venu là, parce que je voulais démarrer avec une référence à Querelle, qui est le seul roman qui est vraiment un roman avec cette chronologie et tout ça. Après, les choses sont plus éclatées. Qui a été adapté par Fassbinder, c'était le dernier film de Fassbinder en 82. Et c'est étonnant parce que vous parliez du voyou Genet. D'ailleurs, en 1938, il a été interné à Pontagnoux, ici, à la prison, pour un vol de bouteilles apéritifs. Donc c'était vraiment ça, Genet aussi. Ah non, mais c'est un voleur minable. Hein. Il a volé des mouchoirs, des bouquins. C'est vraiment incroyable. Après, il fait l'apologie de Condamné à mort. Le Condamné à mort, c'est un poème vraiment magnifique. Hein, vraiment. Mais c'est un drôle. Et puis dans l'exposition, la dernière œuvre présentée, qui est une œuvre magnifique et impressionnante, qui est une étude pour Victor Ségalin, qui est aussi si cher à la ville de Brest, puisqu'il est natif de la ville et qu'il a fait une partie de ses études ici. Je fais exprès pour l'exposition. J'avais jamais... En 1986, j'avais eu une exposition au Palais des Beaux-Arts de Pékin. Et donc, j'avais cherché à avoir quelques pistes par rapport à la Chine. Et c'est là que j'ai commencé à lire Victor Ségalène. Mais je laissais tomber. Après, je suis rentré de Chine. J'ai renoncé à travailler là-bas. Comme j'étais allé aussi en Inde, je suis resté un moment à Bénarès. J'ai vu ce que j'expliquais tout à l'heure sur mon travail, qui nécessite une appréhension totale de la réalité sur laquelle j'interviens, du moment, de la culture et tout. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas le faire dans une culture qui m'est trop étrangère. Je veux dire, j'ai ramé pour faire le travail à Naples
Alors, bien sûr, je n'avais pas de formation religieuse, mais ça, j'ai lu beaucoup. Mais c'est dans ma sphère, quoi. Je connais tous ces codes, quoi. J'ai été baptisé et communié. Non, je veux dire, j'ai les codes. Et j'ai vu que je risquais à Bénarès ou en Chine de faire de l'exotisme, d'être à côté, ou alors il fallait 10 ans, quoi. Donc mon travail nécessite une vraie relation profonde et que je ne peux pas faire. Mon travail, c'est une appréhension de la réalité des lieux dans toute leur complexité. Alors j'ai une appréhension de... Pardon, je le dis, je raconte ça souvent comme ça. J'ai une appréhension de peintre ou de sculpteur. Quand je sais que je vais intervenir sur un lieu, j'y vais à toutes les heures de la journée. Je sais comment la lumière va venir. Je sais la texture du mur. Je sais que s'il y a un poteau avec du grain, je sais la couleur des murs. Je sais tout ça. Et je chope tout ce qui se voit du lieu. Je le comprends. Je suis comme un peintre qui va sur le motif. Et puis, en même temps, comme dit l'autre, j'apprends tout ce qui ne se voit pas. C'est pour ça les centaines de livres que j'ai lus à Naples. La Bible, les évangiles, les exercices spirituels de Loyola. J'ai travaillé tout ça pour faire mes images. Et donc, c'est de la conjugaison de ce qui se voit, de ce qui ne se voit plus, dans un lieu que je élabore mes images. Voilà. Et après, je viens mettre mes images dans ce lieu dont elles sont nées. Et elles doivent exacerber ce lieu, le perturber, le révéler, faire ressurgir. Faire surgir des trucs, faire remonter à la surface des choses, le troubler. Donc, doit porter à la fois de la connaissance et du plaisir aussi. Voilà. Il faut que la sensation qu'on a en rencontrant mes trucs là, mes images, ce que je provoque, soit indissociable de l'histoire du lieu. Ouais, c'est voilà. ça. C'est un rapport avec le temps. Voilà. Ouais. Donc là, on a cette poésie qui, quelque part, chez vous, remplace le sentiment religieux. Et pourtant, vous êtes arrivé à une œuvre qui est consacrée aux grandes mystiques. Ouais. Aux femmes mystiques. Qu'est-ce qui vous amène donc avec l'exposition Extase à Avignon en 2007, mais qui avait déjà dans l'exposition. Voilà, il y a des superbes dessins. D'ailleurs, c'est presque une grotte, on dirait les grottes des premiers chrétiens. Je ne sais pas comment a été conçue cette exposition, mais c'est une idée de Jean Deloisy, du commissaire de l'exposition. Parce que je trouve qu'on a vraiment l'impression de Qumran presque. Il voulait montrer tout ce travail, parce qu'il y a dans là, il y a 4 dessins de Catherine de Sienne, par exemple. 4 où je change juste la façon. Ça vient c'est une citation c'est Pierre-Jean Jouve qui écrit un poème à partir d'une peinture de Sodoma qui est à Sienne, qui représente Catherine de Sienne. Donc il a décrit en train de s'affaisser. Donc à la lecture et tout, j'essaie d'exprimer ça avec mon dessin. Là, c'est trouble. Ouais. Il faut dire que les textes des grandes mystiques, c'est quelque chose d'extraordinaire. Là, c'est pas grâce les exercices spirituels de Loyola qui m'ont amené à Saint-Jean-de-la-Croix, puis à Thérèse d'Avila. Et puis, du coup, les autres. Moi, c'est trop difficile là, pour parler de ça. Ce qu'elles écrivent, c'est tellement extraordinaire. C'est ambigu, en tout cas. C'est très compliqué, là. Je ne suis pas préparé. Pour parler de ça, il faut que je le prépare. Parce que, non, elles sont traversées par des contradictions. C'est ce qui m'a intéressé. Non, sinon, ce qui m'a intéressé aussi, c'était de dessiner des femmes. Voilà, aussi. Voilà. Avec une modèle incroyable, qui est danseuse étoile à Monaco aussi. Oui, j'ai un modèle à tomber par terre, à pétrifier d'ailleurs. Moi, je n'osais même pas lui demander de poser. J'étais pétrifié devant. Donc, c'est Bernice Copieters. Ouais, c'est la danseuse étoile des ballets de Monte-Carlo. Je lui faisais lire les textes et ensemble, on cherchait. Ensemble, comme ça. Donc, elles sont... Comment... C'est difficile de résumer. Ces femmes, elles s'affirment comme les épouses du Christ. Elles s'infligent des trucs. Le masochisme chrétien est sans limite, quoi. Elles sont toutes flagellées, c'est pire que ça, toutes des trucs épouvantables. Elles soignent des malades, elles boivent le pu, elles s'infligent des choses horribles. Elles veulent partager les douleurs de la passion. Hein, voilà, elles veulent partager avec le Christ la passion.
Et elles disent des trucs d'une grande sensualité. Elles s'envoient en l'air complètement. Hein. Je veux dire, elles disent des choses incroyables. Les 2 ou 3 qui ont été mariés disent que c'est quand même mieux la relation avec notre Seigneur qu'avec leur mari. Quoi. Elles disent des choses absolument... Oui, il faut que je prépare ça. Simplement, la plus belle sculpture du monde, c'est la Thérèse du Bernin. C'est une des plus belles sculptures du monde. Et le Bernin a fait cette sculpture. Il fait un temps, je savais par cœur complètement le texte de Thérèse, mais elle dit « Un ange m'est apparu, très beau. Il avait un dard d'or dont le bout était brûlant, qui m'a planté dans la poitrine jusqu'au fond des entrailles. La suavité était si grande que je n'avais pas envie que ça cesse. » Elle dit tout ça. Suavité spirituelle, bien sûr, mais le corps y a sa part, et même beaucoup. Mais regardez la sculpture, vous verrez d'ailleurs. Lacan a fait un séminaire qui s'appelle Encore. Voilà. Tout un programme. Donc, c'est intéressant, ce trouble. Alors, cette contradiction qu'il y a chez ces femmes, il y a cette grande sensualité. Elles disent... Angèle de Foligno, son confesseur, dit quand elle était en relation avec notre Seigneur, on aurait dit une âme sans corps. Elle oubliait de manger, elle oubliait de boire. Puis quand il dit mais son corps était resplendissant, ses lèvres rouges, il craque complètement. Voilà. Donc il fallait. C'était très intéressant pour moi qui ne dessine que des corps, d'essayer de saisir cette contradiction qui les traverse. Vous voyez, c'était un pari très difficile. Très difficile. J'ai ramé pendant 4 ans. Vraiment, j'ai eu beaucoup de mal. Oui, 300, je voyais ici plus de 300 esquisses préparatoires, dessins préparatoires. Ouais, donc probablement, peut-être plus. Oui, j'ai eu beaucoup de mal. Mais c'était du plaisir aussi. C'est une installation qu'on ne pouvait pas faire ici. En ce moment, elle est installée en Normandie, à Bernay. Parce qu'il y a un système de reflets qui amène à une certaine fluidité. C'est installé sur un plan d'eau, parce que toutes ont des références à l'eau. Julia Kristeva, qui a écrit un texte sur ce travail, sur mon travail, dit en parlant de Thérèse, cette femme est un ruissellement constant. Voilà. Il y a toute une référence à l'eau chez toutes qui est, j'allais dire, qui est ambiguë, qui n'est pas ambiguë du tout. Voilà. Et voilà. Donc il y a tout est installé sur un plan d'eau noire. Donc j'installe chaque fois un grand bassin d'eau noire. Mes dessins tiennent debout dans l'eau. J'ai travaillé tout ce qui est du corps, de la sensualité, c'est dans mes dessins. C'est le plaisir que j'ai eu à faire ces dessins et la difficulté que j'ai eue aussi. Et la remise en cause, c'est quand j'ai eu l'idée. Vous savez, quand dans mes interventions dans les rues, ce que je disais tout à l'heure, la texture du mur, le matériau intervient dans l'image. Il n'est pas neutre comme ça. Le fait même que ça va disparaître fait partie du dessin. Et là, je suis parti de la même idée de travailler que la feuille ne soit pas simplement un support pour le dessin, mais qu'elle devienne un élément plastique qui tombe autant que le dessin lui-même, et même en contradiction avec le dessin. Voilà. Donc j'ai modelé la forme des feuilles. Voilà. Alors on était entre poésie et sacré, et puis vous en parlez constamment, et ce qui nous amène évidemment à votre autre ville de cœur après Nice, qui est Naples, évidemment. Et là, Naples, ce qui est le plus étonnant, c'est que vous y arrivez par la musique. Ah oui, c'est vrai. Par Carlo Gesualdo. Alors racontez-nous comment la musique vous amène à Naples. Non, c'est indirectement la musique. C'est parce que j'avais constaté... j'ai fait un travail qu'on ne montre pas dans l'exposition, je crois. Il y a juste une photo. J'ai fait un travail dans les années 80 dans la nature. J'ai fait des sculptures. J'ai travaillé avec un biologiste. J'ai fait des sculptures grandeur nature, même un plus grande, parce que j'ai allongé les corps, qui étaient constituées de cellules végétales vivantes. C'était des sculptures qu'il fallait arroser. Des sculptures qui avaient des formes humaines, mais qui avaient toutes les fonctions chlorophylliennes, qui fixaient le gaz carbonique, produisaient de l'oxygène. Enfin, voilà. Donc j'avais fait ces sculptures-là, et que j'ai baladées, qui ont été montrées au Jardin des Plantes à Paris, à la Biennale de Venise, et tout ça. Et donc j'avais travaillé avec une découverte tout à fait en pointe de la biotechnologie,
avec les chercheurs. D'ailleurs, j'avais un local au laboratoire de Cadarache qui touche au nucléaire pour faire ces sculptures. Et j'ai fait ce constat que je travaillais avec des trucs tout à fait en pointe de découverte du XXe siècle, du XXIe aussi, et que, en fait, je répétais un des mythes les plus vieux de l'histoire de l'humanité, comme Daphné, Narcisse, vous voyez, de l'homme qui devient du végétal ou du végétal qui devient de l'homme ou de la femme, et tout ça. Et alors, je faisais ce constat que j'étais un peu Monsieur Jourdain, quoi. Vous voyez que il y avait cette contradiction que j'allais chercher des mythes le plus universel, le plus vieux de l'histoire de l'humanité, alors que j'étais... comment je pourrais résumer ça ? C'est un peu abrupt de le dire comme ça. J'ai senti comme une espèce de lacune l'absence de formation religieuse. Vous voyez ? C'est-à-dire que ce n'est pas possible de travailler sur la représentation de l'humain pendant des décennies sans posséder toute cette histoire, des grandes mythologies qui forment notre culture, et notamment du christianisme. Et donc, je me suis dit, il faut que je fasse un travail qui m'amène à interroger tout ça, qui fonde ma culture latine, méditerranéenne. Voilà. Et j'avais ça dans la tête, et alors vous avez raison, j'avais oublié. Dans une émission à France Musique ou France Culture, il passe la musique napolitaine, et il passe Pergolèse, Cimarosa, Gesualdo. C'est Gesualdo qui m'a le plus scié, parce que j'ai cru que c'était peut-être de la musique contemporaine que je ne connaissais pas, quoi, voilà. Et au milieu de tout ça, Sole Mio, vous voyez, la chanson populaire la plus connue au monde et la plus belle. Et je me suis dit, quand même, une ville qui a sécrété des trucs aussi sophistiqués que Gesualdo et aussi populaire, comme j'ai une grande chance maintenant depuis des années, je peux faire ce que j'ai envie, quoi. Et donc 2 jours après, je suis parti à Naples. Je me suis dit, je vais voir cette ville. Voilà, et je suis tombé amoureux de cette ville. Voilà. En créant des passerelles entre Caravaggio et puis Pasolini, par exemple. Donc oui, quand même c'est-à-dire qu'au début, j'ai eu au début cette idée de la mort qu'on sent tout de suite là-bas. J'ai envisagé de la traiter avec des trucs contemporains, de la Camorra et tout ça. Et puis peu à peu, s'est imposé l'idée qu'il fallait faire un dialogue avec la peinture. La peinture, Caravage, vous savez, Naples, c'était la plus grande ville d'Europe et non peut-être du monde. Il y a des immeubles qui font, au XVIIe, il y a des immeubles qui font plus de 20 mètres de haut, je crois 25, pour dire que les rues très étroites, c'est à la fois une ville très sombre et en même temps peut-être la plus ensoleillée, quoi. Vous voyez ? Et il y a une confrontation entre les ténèbres et la lumière qui est là, présente dans la ville physiquement, sensuellement. Il y a cette idée-là dans les rues de Naples. C'est sensuel. Voilà. Les draps aux fenêtres, l'odeur des poissons. Il y a un truc physique comme ça dans Naples. Et donc, ça m'a amené à la sensualité de la peinture. Effectivement, chez Caravage, il y a cette idée de la sensualité de la mort. Voilà. Voilà. Et donc, vous faites ce parallèle avec Pasolini, puisqu'on retrouve ça sur le... Voilà, c'est, oui, avec Pasolini. Oui, j'ai associé, c'est vrai. Donc, vous verrez dans l'exposition... Notamment le Goliath, le David et Goliath, puisque vous avez remplacé voilà. la propre tête de Caravaggio par la tête de... C'est ça. Dans l'exposition, la première image de Naples qu'on voit, c'est une citation du David et Goliath que Caravage a peint à Naples. Et c'est un tableau intéressant parce que c'est au moment où Caravage veut rentrer à Rome, il a tué quelqu'un, il a tué un artiste, il attend le pardon, il s'est échappé à Syracuse, à Malte, et il attend le pardon du pape. Donc il est à Rome, à Naples, il attend le pardon du pape, et il fait ce David et Goliath en se représentant lui-même la tête tranchée, comme un truc de contrition, quoi. Voilà, comme une demande de pardon. Voilà. Donc, et j'ai saisi ce tableau parce que d'abord, il se prête bien à être sur un mur. Il y a des problèmes d'espace. Il y a des images qui ne fonctionnent pas dans la rue. Donc, celle-là, elle marchait très bien. Et je mets dans l'autre main, dans la main de David, je mets la tête de Pasolini. Et c'est un peu comme si je présentais tout mon travail de Naples sur le double paranage de Caravage et de Pasolini. Ils ont beaucoup de choses en commun. Là, on peut faire 3 heures sur eux deux. Là.
Ils sont morts sur une plage. Ils meurent tous les deux sur une plage entre Rome et Naples, de façon trouble. Assassinés, tous les deux. Pasolini est vraiment assassiné. Caravage, on ne sait pas, il est malade. Ils ont surtout qui traitent les grands mythes sacrés, non pas comme des événements exceptionnels, mais comme des choses vécues par les gens de la rue. C'est le cas chez Caravage et chez Pasolini. Voilà. Ils ont ça, on peut dire ça en commun, quoi. Une vision dramatique du temps. Voilà. Ouais, c'est surtout ça qu'ils ont en commun, quoi, vraiment. Une vision dramatique du temps. Parce que là, l'heure tourne, donc je vais vous passer la parole, si vous voulez, si vous avez des questions à Ernest Pignon-Ernest. Bonsoir. Je n'ai pas encore vu l'exposition de Landerneau, mais par contre, j'ai vu Extase dans l'abbatiale de Bernay. Et je me posais la question de savoir comment la spiritualité du lieu vous a influencé en fait dans cette exposition. C'est-à-dire que la dimension spirituelle, elle a nourri tout mon travail. Je veux dire que j'ai lu les textes de toutes ces femmes. J'ai lu le texte de beaucoup d'autres. J'en ai choisi 7, plus Marie-Madeleine. C'est parce que j'ai essayé de me plonger dans ce qu'elles ont écrit. J'ai lu tous leurs textes. Et c'est un peu à l'envers. Je n'ai choisi de montrer ces travaux que dans des lieux où il y avait quelque chose de l'ordre de la spiritualité. Vous voyez, je l'ai choisi pour ça. C'est-à-dire que, ouais, voilà, je suis allé voir. En fait, c'est un ami qui s'est retiré à Bernay et qui voulait à tout prix, qui avait vu mon travail à Saint-Denis. Saint-Denis, ça avait sa place, quoi. Vous voyez, je veux dire. Alors, je n'avais pas envie de le montrer encore, parce que je l'ai montré dans l'église des âmes du purgatoire de Naples, dans l'hypogée, entre l'église et les catacombes. C'était le summum du truc. Je me disais, j'arrête, je ne le montre plus. C'est un ensemble qu'il faut déplacer. Voilà. Et là, je suis allé, l'abbatiale est magnifique quand même. C'est magnifique. Donc finalement, j'ai craqué, j'ai accepté de le faire. Voilà. Je voulais que ça soit terminé à Naples. Voilà. Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est tout le travail qui est né de ça. Vraiment, comment faire, je ne sais pas comment. C'est difficile de parler de trucs de cet ordre avec beaucoup de monde et tout ça. C'est né des lectures. Mettons, j'ai un ami qui dirigeait la Vie catholique. Et je lui ai dit que je travaillais là-dessus. Il est venu le premier voir l'exposition. Il est rentré et il m'a dit « Tu me dis rien ». Il est ressorti en me disant « Alors, à droite, là, c'est Hildegard de Bingen. Au milieu, c'est Angèle de Foligno. » Vous voyez, je veux dire, je les ai lus au point que quelqu'un qui les connaît a deviné qui elles étaient. Voilà. Merci. Merci d'être allé là-bas. C'est un beau travail. Mais je bénéficie pour ce travail-là j'ai 2 collaborateurs. Et j'ai Mohamed Kadibi qui sait faire la lumière qui sait... Voilà, on fait apparaître... Vous savez, il y a des gens qui connaissaient l'abbatiale qui me disent « J'avais jamais vu qu'il y avait des chapiteaux comme ça. » Vous voyez ? Alors qu'ils sont là depuis des siècles. Hein, des gens qui vivent Bernay. Mais je fais un travail de lumière quand je fais apparaître le lieu. Je fais apparaître le lieu en même temps que mes dessins. Vous avez vu, il y a un rythme. Je fais apparaître le lieu, je fais comprendre le lieu. C'est-à-dire que les gens, par exemple, n'ont pas une appréhension de l'espace de l'abbatiale. Vous voyez ? Moi, je fais ce bassin noir que je dessine en fonction de ce qu'il y a en haut. J'éclaire légèrement les murs. L'eau est noire, reflète. Et dans l'eau, les gens, d'un coup, prennent conscience du volume, de la beauté de cette forme, de la courbe, parce que je l'éclaire et qu'on la voit. Alors qu'en marchant comme ça, on ne le voit pas. Dans le reflet, parce que mes dessins flottent à l'envers, dedans, les gens prennent conscience qu'il y a 21 mètres et que ça plonge. Vous voyez ? Je contribue à une appréhension du lieu avec mes images. Et c'est un peu ce que font mes images dans la rue aussi. D'un coup, ils révèlent le lieu. Moi, j'ai été subjuguée. Voilà. Mais merci. C'est l'objectif.
Je voulais vous poser une question. Quand on veut suivre votre travail, la seule façon, surtout quand on habite dans le Finistère Nord, qu'on ait, c'est d'acheter des livres, d'aller à Landerneau. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des gens de Landerneau, c'est absolument magnifique cette exposition. Le commissaire a fait un travail absolument remarquable. C'est certainement l'une des expositions les plus émouvantes qui m'ait été donnée de voir là-bas. Merci beaucoup. Vraiment. Surtout, vous dites ça. Moi, je suis venu voir Picasso et Giacometti, c'était déjà quelque chose. C'était déjà bien. Je suis très flatté. Mais les larmes ne sont pas montées aux yeux comme ça s'est passé chez vous. Je voulais parler du cadrage de vos œuvres. Dans les livres, il y a des photos. Quel rapport vous entretenez avec les photographes et avec ce cadrage? Est-ce que c'est vous qui prenez les photos ou pas? Maintenant, oui. C'est-à-dire qu'au début, j'étais contre les photos. Vous voyez, pour mon intervention au plateau d'Albion, je n'ai pas de photos. Je voyais tout ça comme, on disait, des happenings, comme des spectacles. J'étais lié au théâtre, vraiment. Je n'avais jamais pensé qu'un jour, ce serait dans une exposition quand j'ai fait ça, vraiment. Et donc, le danger avec la photo, c'est que les images que je colle dans la rue, elles sont pensées dans le mouvement de la rue. Elles ne sont pas pensées cadrées. Et je me disais, si on fait des photos, ça va devenir des objets plastiques plus banals. Vous voyez, très, très banal, enfin, relativement. Enfin, c'était ça. Donc j'étais contre les photos. Je ne faisais pas de photos. Mais finalement, comme d'autres personnes faisaient les photos, ça m'agaçait parce que je trouvais que c'était... J'ai préféré les faire moi, finalement. Alors, l'inconvénient, c'est le cadrage. L'avantage, c'est que pendant longtemps, comme on l'a dit tout à l'heure, les gens prenaient les dessins, prenaient l'œuvre pour le dessin. Tandis qu'avec mes photos, je montre bien que c'est la relation avec tout ce qu'il y a autour. Vous voyez, au fond, je fais le cadrage. Mon cadrage, il est compris dans mon projet. Vous voyez, donc les photos montrent la relation avec ce qu'il y a autour. Donc c'est un avantage aussi. Mais ça me permet de faire l'exposition. Vous voyez, c'est un peu ça. Vous avez raison, ça pose une question. Très bien. On va pouvoir remercier Ernest Pignot-Ernest pour cette rencontre. Merci.